Il est présentement 9 heures, donc officiellement bienvenue à cet atelier ce matin qui a pour titre Anticiper pour mieux accompagner, apport des modèles prédictifs en FAD. Donc, je tiens à souligner que cet atelier est une durée d'une heure. Il est rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur. Sans plus tarder, j'invite Mathieu et Blandine à ouvrir leur caméra et à débuter leur présentation. Donc, bon atelier. Merci Martin. Donc, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe de Fadio pour cette semaine très stimulante. Merci aux organisateurs et organisatrices. Donc, je me présente rapidement. Blandine Courcot, je suis conseillère pédagogique au secteur de la recherche du Cégep à distance. Donc, après un parcours en physique et en neurosciences, je me suis tournée depuis quelques années vers l'éducation et la formation des adultes. Alors, je suis aujourd'hui à distance avec mon collègue Mathieu Manchenvou. Mathieu a un parcours en économie-gestion et analytique. Il est également conseiller pédagogique au secteur de la recherche du Cégep à distance depuis 2019. Donc, nous sommes ensemble pendant une heure pour tenter de mieux comprendre ce qui se cache derrière les modèles prédictifs utilisés en éducation et en particulier en formation à distance. Donc, prenons 2 minutes pour vous présenter rapidement le Cégep à distance. C'est une institution québécoise qui a vu le jour en 1991 et qui a suivi les évolutions de la formation à distance, donc du tout papier au tout en ligne. Aujourd'hui, ce sont plus de 16 000 étudiants actifs par année qui suivent avec nous des cours de niveau collégial, c'est-à-dire post-secondaire. Un des objectifs de l'équipe de recherche du CAD, c'est de mieux comprendre comment l'apprentissage en formation à distance et en ligne se déploie à travers le temps, et en particulier mieux saisir la dynamique d'engagement de chaque apprenant de niveau collégial. En formation à distance, nous sommes confrontés à une temporalité différente de celle des cours en présentiel. La flexibilité offerte, qui est une des raisons principales du choix de la formation à distance, et je voudrais insister ici sur le fait que je ne parle pas du contexte actuel qui n'a pas donné le choix aux étudiants et aux enseignants. Nous avons assisté à la mise en place d'une formation à distance d'urgence. Donc cette flexibilité qui est mise en avant en formation à distance s'avère aussi une des premières causes d'abandon devant les difficultés à devoir gérer justement une autonomie plus grande. Alors, ce taux d'abandon, c'est une réalité, il est plus élevé qu'en présentiel. L'idéal est donc de pouvoir anticiper quels étudiants vont abandonner avant qu'ils ne soient sur une dynamique critique de désengagement. Donc, en analysant les dynamiques passées, nous espérons intervenir le plus tôt possible. Vous l'avez perçu, autour de ces modèles prédictifs, il y a la notion centrale de persévérance, c'est-à-dire de non-abandon. Nous n'avons pas pour objectif aujourd'hui de revenir sur ce thème qui est abondamment traité. Nous voulons davantage parler de ce que nous pouvons mettre en place sur le plan méthodologique pour essayer d'isoler les moments clés du décrochage qui va mener à l'abandon. Donc, c'est à travers une analyse des données accessibles au Cégep à distance que nous allons évaluer différents modèles prédictifs pour mieux saisir l'influence de certains paramètres sur la persévérance des apprenants. Donc, avant de vous plonger dans des concepts plus théoriques, commençons par du concret. Car la finalité des modèles prédictifs, c'est en bout de ligne de pouvoir offrir aux enseignants, par exemple, des outils qui vont guider leur suivi pédagogique, mais aussi de donner aux étudiants des balises pour les aider à se situer par rapport à leur réussite. Et c'est ce que propose, par exemple, l'Université Laval à Québec, avec ce tableau de bord qui va indiquer aux apprenants, au moyen d'un système de feux de circulation que vous voyez ici, quelle est leur situation par rapport à chaque cours suivi. Donc, cette signalétique est inspirée de ce que l'Université de Purdue aux États-Unis avait mis en place avec Course Signals en 2012. Donc, l'idée, c'est ensuite d'orienter les étudiants vers les ressources d'aide les plus appropriées en fonction de leur situation et des difficultés rencontrées. Vous voyez, l'université ici, l'Université Laval, propose ensuite des tests pour les étudiants. Donc, dans la littérature, ces systèmes sont appelés en anglais des Early Warning Systems.
Et vous les trouvez dans d'autres domaines que l'éducation. On peut les retrouver dans les banques, par exemple, donc pour anticiper les crises économiques, dans les milieux de la santé également, donc pour prédire l'évolution d'épidémies. Donc vous pourriez transposer la méthodologie que nous allons vous présenter à d'autres domaines. Un autre outil, ISA, déployé tout récemment pour les professionnels qui accompagnent les étudiants du cégep de Chicoutimi. Donc l'interface ISA a été développée par Optania qui explique qu'ils ont utilisé une intelligence artificielle qui a été nourrie avec les données anonymisées des 10 dernières années. Alors vous le voyez, ici, cinq catégories ont été utilisées. Donc l'étudiant peut être en voie de réussite, à surveiller, à risque d'échec, à risque d'abandon et non classé. Alors, cette semaine également, je ne sais pas si vous l'avez vu, le regroupement des cégeps de Montréal annonçait également la création d'un outil d'analyse prédictive pour améliorer le dépistage des étudiants en difficulté. Donc, ce sont des approches vraiment d'actualité. Si vous êtes enseignant, vous pouvez aussi utiliser des graphiques de type jauge dans Excel, comme l'explique ce professeur de l'IPHQ à Montréal. Je vous ai mis le lien, vous pouvez télécharger les gabarits Excel. Donc, à partir de quelques indicateurs que vous remplissez ici, qui vous semblent pertinents pour votre cours, vous pouvez faire un suivi plus visuel de vos étudiants. Donc, ça peut être une première approche de ce que nous appelons l'analyse des données d'apprentissage, le Learning Analytics. Au Cégep à distance, nous développons depuis quelques mois un tableau de bord pour nos étudiants pour les guider dans la temporalité de leurs apprentissages en leur proposant différents parcours temporels qui sont basés sur des modèles prédictifs. Donc Mathieu vous en parlera plus en détail tout à l'heure. Les objectifs de cet atelier. Vous donner les bases pour mieux comprendre le pourquoi et le comment des modèles prédictifs développés en formation à distance en partant de différents types de données. Nous allons ensuite illustrer cette première partie un peu théorique avec un cas concret et interpréter ensemble les résultats présentés. Mais commençons par définir ce que nous entendons par modèle prédictif ou de façon plus générale de modélisation prédictive. Ce qu'il faut retenir de cette définition, c'est que la modélisation prédictive donne lieu à des pronostics qui doivent être considérés comme des probabilités et non comme des prédictions certaines qui se concrétiseront forcément. La vraisemblance des résultats des modèles prédictifs est donc à rapporter sur le plan statistique. Leur probabilité est alors envisageable en fonction de la taille de l'ensemble des données étudiées. Nous percevons donc que plus le nombre de données analysées est important, plus les résultats des modèles prédictifs peuvent être considérés comme des résultats envisageables et précis. Donc, il n'existe cependant aucune garantie quant à la survenue effective des données de sortie de ces modèles. Ces modèles prédictifs utilisent des méthodes algorithmiques qui s'appuient sur l'apprentissage machine. Ils s'insèrent donc dans un contexte où l'intelligence artificielle prend une place prépondérante dans de nombreux domaines et en particulier dans les sciences humaines. Cette réflexion autour de l'utilisation d'algorithmes suscite de nombreux débats. En 2018, vous voyez dans Anthropologie et société, Christophe Lazaro utilisait d'ailleurs ce titre évocateur, le pouvoir divinatoire des algorithmes. Pour lui, les systèmes algorithmiques nourrissent plus que jamais la croyance en la possibilité d'appréhender l'avenir et de faire face à l'incertitude de la vie. Au cœur de ces modèles, vous l'avez compris, il y a les données. Pour certains scientifiques, avec suffisamment de données, les nombres parlent d'eux-mêmes et la prédiction permet alors de s'affranchir de toute explication. Il faut juste que cela fonctionne. Donc on a un changement de paradigme pratiquement scientifique. Alors aujourd'hui, ensemble, à défaut de comprendre le monde, je voudrais vous donner quelques clés pour appréhender la littérature qui traite de la thématique des modèles prédictifs et en particulier en éducation. Parce que, à mon sens, nous ne pouvons pas exercer notre jugement critique sans comprendre comment fonctionne l'apprentissage machine. On va commencer donc avec quelques bases et un peu de vocabulaire. Il est important de comprendre globalement comment fonctionnent ces modèles prédictifs. Prenons
par exemple le cas simple d'une image de koala que vous voyez ici. Nous pouvons décomposer cette image en pixels et à chaque pixel, y associer une valeur en niveau RGB, rouge, vert, bleu. Ces trois intensités représentent ce qu'on appelle des attributs. Dans notre contexte d'éducation, les attributs peuvent être par exemple l'âge des étudiants, le genre, les notes, le nombre de connexions à la plateforme d'apprentissage, etc. Un ensemble d'attributs portera le nom de caractéristiques. En anglais, on utilisera le nom de feature. À ces attributs, on va associer une classe. Ici, la classe Koala. Nous appellerons instance un ou des attributs et une classe. L'algorithme qui permet de définir la classe d'un objet suivant certaines de ses propriétés s'appelle un classifieur. On obtiendra donc en sortie la probabilité que l'image koala d'entrée appartienne à la classe koala. Donc pour construire ce classifieur, il nous faut ce qu'on appelle un ensemble d'objets dont on connaît la classe par avance. Donc c'est l'échantillon d'entraînement. Le but, c'est de classer de nouveaux objets automatiquement. Donc une nouvelle image de koala va être automatiquement classée dans la bonne classe. Dans notre contexte, nous pourrions avoir en sortie, par exemple, une valeur continue, comme la note à l'examen de nos étudiants, ou une valeur dite binaire, oui, non, relative à la persévérance. Résumons rapidement la démarche. Il faudra construire un modèle à partir de l'ensemble d'apprentissage, l'échantillon d'entraînement. Donc, ces données peuvent être, par exemple, les données sociodémographiques auxquelles vous avez accès. Ça peut être également des données que vous récoltez à partir de questionnaires. Ensuite, nous devons évaluer la qualité, la précision de notre classifieur. On va définir alors ce qu'on appelle le taux d'erreur, ou TMC, comme le pourcentage de tests incorrectement classés par le modèle. Et enfin, nous pouvons utiliser le modèle pour classer de nouvelles instances. Dans la littérature, 4 algorithmes se sont souvent utilisés et comparés. L'approche bayésienne, qui repose sur la notion de probabilité conditionnelle. Il y a également ce qu'on appelle les arbres décisionnels ou les arbres de classification. Alors, c'est une famille d'algorithmes d'apprentissage qui se base sur la représentation des choix sous la forme graphique d'un arbre avec les différentes décisions de classification qui sont placées dans les feuilles. En fait, la racine de l'arbre est en haut. Donc, vous le verrez en fait de façon plus concrète avec Mathieu. Ce qu'il faut retenir, c'est que les arbres décisionnels sont des classifieurs très efficaces, mais instables. Dans la littérature, en éducation, vous retrouvez également d'autres approches, comme les réseaux de neurones ou les machines à vecteurs de support. Donc, quelques exemples issus de la littérature. Donc, tout d'abord, cette étude de Costa qui compare les 4 algorithmes que je viens de vous citer. Alors, ce qui est intéressant sur le plan méthodologique, c'est que de nombreux auteurs ont testé pour nous les algorithmes. Costa montre dans son étude que c'est l'arbre de décision qui permet une prédiction plus efficace. Alors voici, je vous ai résumé ici les attributs qui ont été utilisés par Costa. Donc vous voyez l'âge, le genre, le statut civil, la participation au forum, donc, etc. Ce qui m'a paru intéressant dans cette étude, et je voulais vous le partager, ce sont 2 problèmes récurrents dans ce qu'on appelle le nettoyage des données, le pré-processing. C'est tout d'abord la grande dimensionnalité des données d'entrée, qui est souvent un écueil en apprentissage machine. Beaucoup d'algorithmes fonctionnent bien quand la dimension du vecteur d'entrée est petite. Quand cette dimension augmente, le nombre de données nécessaires pour entraîner l'algorithme, donc notre échantillon d'entraînement, il augmente également, car la répartition des données devient beaucoup plus étalée. Dans ce cas, on doit utiliser un autre algorithme qui va nous permettre de discriminer certains attributs. Ensuite, nous pouvons faire face à ce qu'on appelle des données non balancées. C'est un enjeu majeur dans le cas de la prédiction des abandons, car normalement, le groupe des étudiants qui persévèrent est majoritaire, enfin on l'espère. Donc, nous avons moins de données dans le groupe des étudiants qui abandonnent. Il faut donc utiliser des stratégies pour éviter que le classifieur soit influencé par le groupe majoritaire.
Donc, il y a des méthodes qui existent, par exemple dans la façon dont on va créer l'échantillon d'entraînement, ou aussi il est possible d'ajouter ce qu'on appelle une pénalité qui est liée au ratio groupe majoritaire sur groupe minoritaire. Alors, dans l'étude de Costa, vous voyez, c'est la note obtenue au premier examen qui semble être un indicateur de poids pour la prédiction de l'abandon. Vous voyez ici, sur l'axe des abscisses, nous avons les différents attributs qui ont été utilisés par Costa. On voit que, par exemple, l'âge ne permet pas de prédire la persévérance des étudiants. Et vous allez le voir, dans le contexte du cégep à distance, nous trouvons des résultats différents. Alors, je vous ai mis ici un tableau récapitulatif des études citées par Costa, donc vous aurez accès au PDF de la présentation. Certains auteurs, vous voyez, ont testé différents algorithmes. Certains ont réussi à prédire le décrochage, mais souvent, c'est vers la fin du cours. Donc, vous avez toutes les références ici, puis je vous les remets plus tard dans la présentation. Alors, rapidement, deux autres exemples. Une étude ici de Moré de Oliveira avec des données récoltées sur un cours universitaire appartenant à l'Université ouverte du Brésil. Donc, vous voyez, ici, c'est l'arbre des décisions qui a permis encore l'obtention du modèle de prédiction le plus précis. Donc ici, les caractéristiques, features, qui ont été utilisées par Moré de Oliveira. Une autre étude, cette étude ici de Marquez Vera de l'Université autonome de Zacatecas au Mexique et de Cristobal Romero de l'Université de Cordoue. Alors, ils ont utilisé des données d'étudiants au lycée dans un contexte de cours en présentiel. Ce qui me semblait intéressant, c'est leur méthodologie parce qu'ils ont identifié, vous le voyez, des étapes clés pendant le cours de l'étudiant et ils vont utiliser des attributs différents à chaque étape. Alors, dans le cas de cette étude de Marquez Vera, ils ont utilisé un autre type d'algorithme, un algorithme génétique. Alors, quand on regarde ici le tableau, vous voyez qu'à l'étape 2, certains attributs peuvent nous paraître surprenants. Par exemple, ils ont utilisé le temps sur une course de 1 km pour évaluer ce qu'ils disent la résistance physique des étudiants. Ou encore, ils regardent donc comme attribut la consommation d'alcool ou les habitudes par rapport au tabac. Alors, cela montre que le développement de modèles prédictifs se fait en ayant une connaissance fine de son environnement, et ce qui peut nous sembler étrange peut avoir un poids dans un environnement spécifique. Trois autres articles autour de l'analyse de clones, donc de MOOC, développés par le MIT. Ce sont des articles assez techniques, mais très intéressants, car ils proposent notamment, dans cet article ici, une réflexion autour du concept de l'ingénierie des caractéristiques. Donc cet article ici est un peu plus technique. Ils introduisent, en fait, ils présentent des algorithmes qui permettent de traiter des données temporelles avec des modèles de Markov. Donc, dans cet article de Taylor, les auteurs prennent le temps de répondre à la question « Pourquoi prédire le décrochage des apprenants ?» On l'a vu, donc, pour pouvoir mettre en place des interventions qui vont augmenter l'engagement, mais également pour identifier les intentions des apprenants. Pourquoi ont-ils choisi ce cours? Et enfin, ce qui semble intéressant, c'est aussi pour mieux comprendre le phénomène à travers la modélisation. Donc, la question de recherche de Taylor cible vraiment donc, combien de semaines de données sont nécessaires pour prédire de façon précise le décrochage des apprenants avec une ou plusieurs semaines d'avance. Voici rapidement la méthodologie utilisée par Taylor. Au-delà des aspects techniques, si vous collaborez avec des chercheurs qui développent des modèles prédictifs, il y a des étapes clés où votre expertise et la connaissance de vos étudiants et du contexte de votre institution vont être importantes. Vous pouvez par exemple participer dès le début à la délimitation temporelle des données. Quelle est la spécificité temporelle du parcours que votre institution propose? Vous pouvez aussi clarifier ce que vous entendez par décrochage. Donc, quelle est votre définition dans votre contexte? Vous pouvez enfin collaborer dans la mise en place de ce que Taylor appelle l'ingénierie des caractéristiques. Et je voudrais ouvrir ici une parenthèse qui fait écho à la présentation de M. François Guittet mercredi, dans laquelle il parlait d'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle a pour substrat l'intelligence humaine. Et c'est en réfléchissant, en interagissant collectivement à travers notre diversité que nous allons créer une intelligence artificielle qui a du cœur, qui va soutenir l'intelligence humaine. Et donc, vous voyez, dans cette méthodologie, il y a de la place pour l'interaction, pour votre expertise. L'idéal, nous l'avons vu, serait de prédire dès la première semaine la persévérance à la dernière semaine du cours. Taylor montre que dans son contexte, c'est l'examen à la mi-session, à la semaine 8, qui permet de prédire le décrochage des étudiants. Il faut donc être conscient de la temporalité des apprenants, mais leur laisser aussi le temps de s'engager dans le cours. Il faut détecter tôt, mais laisser le temps de l'engagement. C'est un équilibre subtil, je vous l'accorde, mais il faut faire appel à notre intelligence rythmique, pour reprendre le terme de Michel Haladef-Jones, et il faut soutenir également le développement de cette forme d'intelligence chez les apprenants, surtout quand ils débutent en formation à distance. Ce qu'il faut retenir de l'étude de Taylor, le choix des caractéristiques, donc ces fameux attributs, a plus d'impact que le réglage fin des algorithmes, et c'est en soi une bonne nouvelle. Alors, il faut quand même apporter une petite nuance. C'est vrai pour les échantillons de petite taille. Donc, dans ce cas, le modèle utilisé a un impact sur la précision de la prédiction. Donc, c'est un peu moins vrai. Pardon. Il faut, quand on a des échantillons de petite taille, les paramètres de l'algorithme peuvent avoir un impact sur le résultat. Alors, même si la capacité de prédire au début du cours pour pouvoir mettre en place des mesures pertinentes reste encore un défi, on le voit dans la littérature, certains attributs sont à privilégier. Et Taylor nous montre que les caractéristiques qui englobent une analyse plus longitudinale du comportement sont importantes pour prédire la persévérance. En d'autres termes, les caractéristiques liées aux soumissions des devoirs sont à privilégier. Et ça confirme en fait les directions que nous avons prises dans nos analyses prédictives. Voici une visualisation de la temporalité d'un étudiant du cégep à distance. Leur parcours, vous le voyez, est rythmé par la remise de leurs devoirs. Nous avons donc pour chaque devoir un délai qui va être calculé à partir de la date à laquelle ils ont commencé leur cours. Cette date est propre à chaque apprenant, car au cégep à distance, nous avons des entrées et des sorties continues d'étudiants. Et vous le verrez avec Mathieu, ce sont ces délais qui vont être des attributs pertinents dans notre modèle. Derrière ces modèles, la persévérance scolaire. Donc, la semaine dernière ont eu lieu justement les journées de la persévérance scolaire au Québec. Et ce fut vraiment inspirant de voir tout ce qui est mis en place pour soutenir les apprenants et les apprenantes et leur donner le courage de continuer malgré tout et surtout en ce moment. Donc, je trouvais important de souligner aussi toutes les actions qui sont mises en place dans le réseau de l'éducation pour les accompagner. Je vous ai mis aussi 2 références également inspirantes pour mieux comprendre les facteurs de persévérance en formation à distance, dont une présentation disponible en ligne de nos collègues de la TELUC, et puis un article qui cible l'engagement et la persistance dans les dispositifs de formation en ligne. Pour terminer cette première partie, il faut également et surtout réfléchir aux enjeux éthiques des modèles prédictifs. Dès l'inscription des étudiants, il faut s'assurer de leur consentement à l'utilisation de leurs données. Il faut s'assurer aussi de la sécurité de nos systèmes informatiques. Et cela demande un appui solide de la direction des ressources informatiques des institutions. Et c'est un travail important à faire dès le début de vos projets. Un des enjeux, c'est l'efficacité des modèles dès le début du cours, on l'a vu, pour pouvoir mettre en place des mesures d'accompagnement qui vont permettre d'anticiper l'issue prédite. Et cela nous amène à réfléchir en amont aux mesures possibles, sur le plan pédagogique, comportemental et affectif. Mais il faut aussi être conscient des risques associés à ces approches prédictives, en particulier l'impact sur les apprenants. Donc on voit, il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. À l'issue de ces modèles, on a ce qu'on appelle les faux positifs, c'est-à-dire que l'étudiant est incorrectement détecté comme un risque de décrochage.
Cela va entraîner la mise en place de mesures spécifiques visant à l'accompagner davantage. Le danger, c'est peut-être un sentiment de stigmatisation chez l'étudiant qui peut avoir un impact négatif sur son cheminement, sur sa confiance en soi notamment. Donc, dans un contexte aussi où les ressources sont limitées, cela peut priver un autre étudiant de ressources. Il y a aussi ce qu'on appelle les faux négatifs, c'est-à-dire que l'étudiant, dans ce cas, est incorrectement détecté comme un non-risque de décrochage. L'étudiant passe alors sous les radars et il sera peut-être trop tard quand il sera évalué comme un risque de décrochage. Il y a aussi les vrais positifs. Donc, l'étudiant est correctement détecté comme un risque de décrochage. C'est ce nombre que nous visons à maximiser. Dès le début de son parcours, l'étudiant est accompagné pour l'amener jusqu'au bout de son cheminement. Et puis, il y a enfin les vrais négatifs. Ce sont les étudiants qui vont s'engager par eux-mêmes. Ils ont un degré d'autonomie qui est suffisant, ils sont motivés, peut-être parce qu'ils ont un objectif à court terme qui est clair. Et souvent, ces étudiants ne chercheront pas à communiquer avec leur tuteur ou leur tutrice. Donc, ces 4 valeurs, elles sont très importantes et elles sont regroupées dans ce qu'on appelle la matrice de confusion. Et à partir de ces valeurs, nous pouvons déterminer ce qu'on appelle la précision du classifieur, vous le voyez ici, et ce qu'on appelle la valeur de recall. Donc, un classifieur parfait, donc là vous voyez pour le calcul de la précision et du recall. Donc, un classifieur parfait, c'est-à-dire qu'il va nous donner 100% de vrais positifs à une précision et un recall égal à 1. On peut aussi avoir une représentation graphique de la qualité du classifieur grâce à ce qu'on appelle l'aire sous la courbe ROC. C'est ce qu'on appelle aussi la courbe sensibilité-spécificité. Cette courbe nous donne le taux de vrais positifs en fonction des faux positifs. Et selon la forme de la courbe, nous avons une idée de la qualité du classifieur. Donc ici, vous avez un classifieur parfait et ici, un classifieur qui va nous donner en fait 100% de faux positifs. Et entre deux, vous avez ce type de courbe. Donc voilà les références, quelques références intéressantes autour des modèles prédictifs. Mais vous avez en main, j'espère, maintenant toutes les clés pour exercer votre esprit critique vis-à-vis des modèles prédictifs et surtout pour comprendre ce que Mathieu va vous exposer maintenant. Donc je laisse la parole à Mathieu. Je vais arrêter mon partage. Mathieu. Et n'oublie pas de démuter ton micro, Mathieu. Bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux d'avoir une belle opportunité d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter notre travail recherche. Merci Blandine pour la présentation de la première partie. Je me permets de continuer à vous présenter le modèle prédiction qui est conçu en utilisant l'arbre de classification et aussi appelé arbre de décision. C'est une méthode d'apprentissage supervisé dont le but est de prévoir le décrochage d'apprentissage de nos étudiants. À partir des données que nous avons jusqu'à maintenant, nous avons déjà essayé plusieurs méthodes, y compris la logistique, régression logistique ou les autres méthodes de data mining. Mais on est arrivé avec la méthode de arbre de décision pour vous présenter aujourd'hui. Le principe des arbres de classification est de séparer, ou on s'appelle de discriminer, successivement en sous-groupes les individus selon les valeurs prises par leurs attributs. Excuse-moi Mathieu, je pense qu'on ne voit pas ton écran, ton partage d'écran. Ah oui? Oui. Attendez. Déjà... Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Donc, le résultat, un ensemble de règles assez simples avec cet arbre, le modèle qui permet de classifier la population, identifier quels sont les facteurs qui discriminent le plus la persévérance ou le décrochage de nos étudiants.
Le nombre du profondeur de l'arbre est aussi contenu pour avoir le meilleur arbre dans notre travail. Nous pouvons facilement identifier les décrochages grâce à la simplicité de la méthode de l'arbre de classification. Pourtant, cette méthode est parfois moins pertinente car l'échantillonnage est aléatoirement fait et par une seule fois. Et donc, le problème de surapprentissage peut arriver. Le problème de surapprentissage, c'est-à-dire qu'on a bien identifié les étudiants avec l'échantillon d'apprentissage. Mais quand on utilise ce modèle pour prédire dans le groupe de validation, nous avons des taux d'erreur assez élevés. Et c'est donc dans l'optique de maîtriser le surapprentissage que sont nées des nouvelles méthodes dites méthodes d'ensemble ou ensemble méthode en anglais. La méthode d'ensemble de fouille de données, les méthodes qui combinent plusieurs arbres de classification pour produire la meilleure performance prédictive que l'utilisation d'un seul arbre de décision. Pourtant, cette méthode est utilisée comme une boîte noire. Ce n'est pas comme l'arbre de classification. On ne voit pas très bien clairement quelles sont les variables qui sont utilisées pour discriminer les étudiants. Et dans ce cas, on dit que c'est une boîte noire, mais on peut mieux prédire les décrochages. Tout d'abord, il est important de rappeler que ces existences, la structure d'un cours se compose de 3 à 7 devoirs. C'est-à-dire il y a des cours, il y a 3 devoirs, mais il y a des cours, nous avons 7 devoirs à soumettre et de 1 à 2 examens. À compter du début du cours, l'étudiant a 6 mois pour travailler et remettre tous les devoirs de manière consécutive. L'apprenant peut remettre les devoirs une fois qu'il termine. Autrement dit, il n'y a pas de délai de prédéterminé pour la remise des devoirs. Après remettre tous les devoirs, l'apprenant doit s'inscrire aux examens. Il peut choisir aussi les dates qui lui conviennent pour faire les examens pendant 3 mois. Nos études montrent qu'il y a un taux assez élevé d'abandon avant chaque devoir. Ici, nous avons des remises de chaque devoir, mais après chaque remise, nous avons trouvé des abandons. Et jusqu'à la fin, la passation de l'examen, il nous reste une partie des étudiants. Il existe plusieurs raisons. Problème de gestion de temps, la difficulté dans la conciliation des études et les activités professionnelles et les autres obligations. Donc, afin de contrôler les problèmes de surapprentissage, nous avons utilisé dans ce travail les échantillons de 2 groupes, le groupe d'entraînement qui se compose à peu près de 80% et le groupe de validation de 20%. Et par exemple, dans le premier devoir, étude de premier devoir, nous avons en tout de 6 475 inscriptions cours. On divise les 2 groupes de 80% et 20% pour faire la prédiction. Le taux d'erreur naturel est de 36,8% pour le devoir 1. Cela veut dire qu'il y a 36,8% des étudiants qui n'ont pas remis ce devoir 1. Ensuite, on a utilisé la méthode arbre de classification, un arbre simple pour prédire le décrochage du devoir 1. Après ça, on a utilisé la méthode d'ensemble, la méthode de combinaison des arbres avec backgain boosting et forêt aléatoire. Tout à l'heure, je vais parler un petit peu de plus sur les algorithmes de l'ensemble. Pour estimer la distance entre les attributs, on a utilisé la mesure d'impureté Gini. À côté de Gini, il y a aussi entropie, mais on a utilisé Gini pour le meilleur résultat. Donc, les attributs, les variables utilisées dans nos analyses qui ont été exploitées de la base de données de Coba Recherche. Si vous êtes déjà dans les cégep au Québec, on connaît bien la base de données Coba. Avec notre collègue Patricia, nous avons à voir les données dans cette base de données. Et dans cette base de données, il y a des variables démographiques, de compétences scolaires précédentes ou les caractéristiques du cours. Donc, dans cette table, on peut observer tous les attributs que nous avons utilisés dans notre modèle. Il faut aussi dire que nous avons des analyses des profils de nos étudiants dans des autres projets de recherche avant de choisir ces variables parce que
on a déjà des différents projets en même temps. Et maintenant, pour l'application de la méthode de l'arbre de classification pour le devoir 1, donc nous avons utilisé un seul arbre de classification avec une seule séparation. Et vous pouvez observer qu'ici que même nous avons plusieurs variables, mais notre arbre prend une seule variable, c'est le nombre de cours terminés au cégep distance pour la classification. Nous sommes sûr qu'avec une seule variable, le taux de mauvaise classification soit élevé et le modèle ne peut pas être pertinent. C'est pourquoi on utilise de plus la méthode d'ensemble pour avoir le meilleur résultat. Et dans cet arbre, on peut observer que le taux de mauvaise classification est de 37,97, c'est à peu près 37%. C'est aussi élevé que le taux d'erreur naturelle. Et c'est pourquoi on continue avec la méthode d'ensemble. La première méthode d'ensemble, c'est la méthode de boosting. Dans la méthode de boosting, on utilise 500 arbres et les profondeurs de 10. Les 500 arbres dans la méthode de boosting est une méthode de combinaison, mais verticalement. Cela veut dire qu'on essaye avec chaque arbre, on va chercher le modèle après chaque arbre jusqu'à arbre 500 pour trouver le modèle le plus pertinent. On utilise toujours les mêmes attributs, les mêmes variables dans notre arbre de classification. Et avec cette méthode de boosting, nous avons le taux d'erreur trouvé est de 25,9%, tandis que le taux naturel est de 36%. Donc, c'est-à-dire que cette méthode a déjà donné le meilleur résultat par rapport à la méthode d'arbre de classification. Dans cette méthode de boosting, on peut chercher le nombre d'arbres pour avoir la meilleure prédiction, parce que ce n'est pas que le plus de nombre des arbres, nous pouvons avoir la meilleure classification. Et on a trouvé que le nombre d'arbres, c'est 41, c'est le meilleur nombre pour trouver le meilleur classification. Et dans ce cas, pardon, le taux d'erreur est de 25,7%. C'est le meilleur taux de classification que nous pouvons trouver. Et si on voit un petit peu sur les noms des variables utilisées, on peut voir que la contribution des variables utilisées ici dans cette modèle de prédiction est le nombre de cours terminés au CAD représente 52% dans la contribution totale. L'âge, c'est à peu près 20%, 19%. La note du secondaire, école secondaire Socrate, représente de 11,7%, où la session représente de 3,8%. Ce sont des variables utilisées les plus importantes dans cet algorithme. Nous pouvons observer aussi que dans le graphique de courbe d'erreur de validation et d'entraînement, nous trouvons qu'il n'y a pas de distance entre les deux courbes. Cela veut dire que le problème de surapprentissage n'existe presque pas dans cette méthode de boosting. Et l'alerte de courbe ROC, tout à l'heure, Blandine a déjà présenté ici, on peut voir que c'est assez acceptable comme la méthode de boosting dans ce cas. Ensuite, nous avons continué avec un test avec la méthode de backing. Dans ce test, on a utilisé le backing avec 100 arbres. Le backing, c'est un peu différent à boosting, c'est-à-dire que dans le backing, on fait les tirages aléatoires, mais horizontalement. C'est-à-dire qu'on cherche avec les 100 arbres la majorité des probabilités que chaque cas doit être oui ou non dans le décrochage. Et après 100 arbres, on va prendre la majorité pour décider dans quel cas l'étudiant va décrocher ou dans quel cas l'étudiant va être persévérant. On utilise toujours les mêmes variables dans le boosting et dans l'arbre de classification.
Et dans ce cas, nous avons le taux d'erreur est un peu élevé par rapport au boosting, c'est 27,4%. Tout à l'heure, on a boosting est de 25,9%. Et dans cet algorithme, on voit que parmi les variables utilisées, on a utilisé seulement la variable nombre de cours terminés au CAD comme la variable de classification. Et le courbe d'Europe, comme tout à l'heure on a vu ici. Troisième méthode d'ensemble, c'est la méthode de Fourier aléatoire pour le devoir 1. La méthode Fourier aléatoire, c'est une méthode de Bagging développée. Cela veut dire que dans cette méthode, on choisit aléatoirement les 4 variables chaque fois. Ce n'est pas que toutes les variables. Et on essaie avec 1000 arbres différents. Et avec la méthode de Fourier aléatoire, nous avons le taux d'erreur trouvé, c'est de 14,4%. C'est le taux d'erreur le plus faible parmi toutes les méthodes jusqu'à maintenant. Et on a trouvé qu'avec cette méthode, les variables comme âge, nombre de cours terminés et la note moyenne secondaire Socrate, ce sont les 3 variables qui sont les plus importantes dans le modèle. Le nombre des arbres pour avoir la stabilité des prédictions, c'est à partir de 500 arbres à peu près. C'est la méthode de Fourier aléatoire. Donc, en tout cas, dans les 3 méthodes, l'ensemble on a utilisé jusqu'ici, on peut dire que la méthode de Fourier aléatoire semble le plus pertinent avec le taux d'erreur de 14,4%. On continue la même chose avec les devoirs 2, mais une seule différence, c'est que dans le devoir 2, nous avons déjà enlevé tous les étudiants qui ont non soumis de devoir 1. Il nous reste 4093 inscriptions cours avec le taux d'erreur naturel de 21,74%. Et comme d'habitude, on fait 2 tables de données, 80% pour donner l'entraînement et 20% pour donner de validation. Et on utilise les méthodes A, classification, et méthodes d'ensemble pour la prédiction. À côté des variables déjà utilisées dans le devoir 1, nous avons ajouté les attributs concernant le devoir 1 soumis dans la prédiction de la remise du devoir 2. Cela veut dire qu'y compris la note devoir 1, l'indicateur de révision des notes et l'indicateur de plagiat. Donc, on a ajouté 3 attributs du devoir 1 dans l'ensemble des variables, des attributs à continuer dans la prédiction du devoir 2. Et avec l'arbre de classification, nous avons obtenu le taux d'erreur pour la table de données d'entraînement est de 21,2% et la validation de 23,9%. Ici, la distance est à peu près 2,7%. Ça signifie qu'il existe un petit peu le surapprentissage. Et on peut observer que dans la prédiction de la remise du devoir 2, nous avons plusieurs variables utilisées ici, comme le note de devoir 1 qui joue le rôle le plus important, 35%, le nombre de cours terminés au CAD, 32%, la session, le diplôme possédé avant entrée dans le cégep distance et âge, la note Socrate, etc. Ce sont des variables qu'on a utilisées pour classifier les étudiants et le nombre de séparations ici, le nombre pertinent, c'est le 2 séparations. On continue avec la méthode de boosting et avec la méthode de boosting, nous avons encore une fois voir que les variables comme âge, note de devoir 1 ou la note moyenne Socrate, le nombre de cours terminés au CAD, etc. Ce sont des meilleurs attributs qui ont utilisé pour la discrimination. Et avec la matrice de confusion, ici on peut observer que même que nous avons un taux d'erreur assez faible, mais le faux positif qui est assez élevé quand même. Ici, on peut voir qu'il y a 115 étudiants qui sont faux positifs. Cela veut dire qu'il y a des problèmes si on utilise le boosting pour prédire le décrochage des étudiants. On peut avoir des erreurs.
Dans le boosting, on a utilisé MinApp, le prompt maximal de 10 niveaux. Et nous avons le taux d'erreur de 8,46% pour l'entraînement. Mais le taux d'erreur dans la validation est très élevé. C'est-à-dire qu'on a trouvé un très grand espace entre les deux courbes d'erreur de validation et d'entraînement. C'est le grand surapprentissage dans ce cas. Pour le backgain, on fait la même chose, mais nous avons à voir le taux d'erreur obtenu, c'est de 19,73. C'est assez élevé, c'est à peu près, ce n'est pas, il y a une grande différence avec le taux d'erreur naturel au début. Et pour le forêt aléatoire, nous avons obtenu le taux de mauvaise classification est de 8%. Et c'est toujours le meilleur taux jusqu'à maintenant. C'est-à-dire pour la remise de voies 1 et 2, le forêt aléatoire semble le plus pertinent jusqu'à maintenant. Et on peut voir aussi les variables utilisées, les attributs utilisés. Dans cette méthode, c'est toujours la note de voie 1, âge, la note moyenne Socrate ou le nombre de cours terminés au CAD. On fait pareil pour le devoir 3 et devoir 4. Je vais parler rapidement les résultats. Pour le devoir 3, nous avons le devoir 3, le taux naturel d'erreur est de 7,46%. Et avec la méthode de APP, de classification, on a utilisé 4 séparations avec les variables âge, note Socrate, nombre de cours terminés au CAD, la note de voie 1, note de voie 2, etc. pour classifier. On continue avec boosting. Maintenant, on voit que dans la courbe d'Europe de boosting, c'est beaucoup amélioré à partir de devoir 3. Et si on voit la matrice de confusion dans la table d'entraînement, nous avons trouvé que les faux positifs et les faux négatifs est de 0. Dans la table d'entraînement, on a très bien identifié les étudiants décrochage. Par contre, pour la table de validation, nous avons encore 18 étudiants de faux positifs. Ce 18% de 18 étudiants, ça représente à peu près 3,12% en général, parce qu'il y a encore 2 étudiants de faux négatifs. Et les 4 variables les plus utilisées, c'est âge, note Socrate, note de voie 1 et note de voie 2. Ce sont les variables utilisées pour prédire la remise du devoir 3. Pour le backgain, le taux d'erreur c'est un peu plus élevé. Pour le forêt aléatoire, nous avons le taux d'erreur est de 3,83%, plus élevé que le boosting. Et on fait la même chose pour le devoir 4. On peut observer que plus on a des variables, des attributs, plus nous avons de la pertinence du modèle. Et on voit que le courbe d'Europe, ça c'est de plus en plus mieux par rapport au premier devoir. On fait le test pour tous les algorithmes, aussi pour l'examen. Et nous avons ici tous les résultats, mais parce que le temps n'a pas permis de parler en détail, je me permets d'aller directement dans le résumé méthodologique. Donc, dans ce tableau récapitulatif, vous pouvez trouver que si on voit les 4 devoirs et les examens, et l'examen final, on voit qu'avec le devoir 1 et le devoir 2, la méthode la plus pertinente, c'est la méthode aléatoire. Mais de voie 3 jusqu'à l'examen, nous avons utilisé le boosting pour mieux prédire les décrochages des étudiants. Et on peut dire qu'avec les profils que nous pouvons trouver, si on veut savoir quels sont les profils des étudiants qui sont identifiés, généralement, on peut diviser en 3 profils. Les profils à risque élevé des décrochage. Ce sont des étudiants qui n'ont aucune expérience d'apprentissage à distance. C'est-à-dire qu'on n'a jamais passé un seul cours à distance avec le cégep distance, qui est le âge inférieur à 18 et note moyenne au secondaire inférieure à 66 et les notes de devoir faibles dans la première quartile des distributions des notes. Deuxième groupe, les profils à risque
moyen des étudiants pour le décrochage. Ce sont des étudiants qui ont moins de 2 cours avec le CAD, âge entre 18 et 21, et notre moyenne secondaire entre 66 et 72. Et la note de devoir moyenne dans le Q2 et Q3, quartile 2 et 3. Et bien sûr que le profil à risque faible de décrochage, ce sont les autres étudiants à avoir le plus de cours avec CAD, âge plus élevé, la note moyenne au cours supérieure de 72 et les notes de voix dans le Q4. Bien sûr que ça, c'est les profils que nous avons trouvés ici. C'est un profil général qui est représentatif. Les 5 cours qu'on a utilisés, on a analysé, mais bien sûr, avec les autres cours, ça peut être différent. Donc, voilà un petit peu comme ma présentation. Maintenant, je laisse la parole à Blandine pour continuer et conclure. Bon. Merci Mathieu. Donc, on vous a remis ici, vous voyez les grandes lignes de notre étude avec les points importants à considérer. Donc, on va passer rapidement, comme ça on aura encore un peu de temps pour répondre aux questions. Là, je voyais qu'il y avait beaucoup de questions intéressantes. Donc, pour terminer, on va partager un petit peu de notre expérience. Mathieu, on peut passer à la diapo suivante, comme ça on fait un petit résumé. Voilà, quelques conseils pour développer des modèles prédictifs en éducation. Donc, vous l'avez vu, il faut s'assurer de bien organiser ces données. Ça, c'est l'étape fondamentale. Affinez sans cesse la connaissance de votre public et reposez-vous sur votre compréhension de votre environnement. On l'a vu avec les données de littérature, on l'a vu avec notre étude, les attributs ne sont pas les mêmes en fonction du contexte et même au sein de notre étude au Cégep à distance, chaque cours en fait va demander des attributs différents. N'oubliez pas également de choisir votre environnement d'analyse. Alors nous, on a tout développé avec R, mais vous pouvez choisir par exemple MATLAB, Python, Weka également, développé par l'Université de Nouvelle-Zélande. Et puis là, je pense que beaucoup de questions sont un peu dans cet esprit, c'est-à-dire réfléchir à mettre en place des stratégies d'accompagnement en amont. C'est-à-dire avant de développer des méthodes, des modèles prédictifs, il faut réfléchir à quel type d'accompagnement je peux offrir à mes étudiants. Et nous, au Cégep à distance, le service du tutorat a mis en place, a bonifié au fil du temps un accompagnement de plus en plus personnalisé pour nos étudiants. Et puis, idéalement, c'est d'évaluer aussi les stratégies d'accompagnement qu'on a mis en place. Donc, si vous souhaitez, là, la dernière diapositive, rapidement pour conclure, si vous souhaitez discuter plus en détail de la mise en place des modèles prédictifs, n'hésitez pas à nous contacter et puis pourquoi pas démarrer une communauté d'apprentissage humain. Donc, en attendant, on peut prendre le temps de répondre à vos questions. Il nous reste un petit 10 minutes et puis on est disponible après pour continuer la discussion. Donc, merci beaucoup, Blandine. Oui. Merci, Blandine, et merci, Mathieu, pour cette belle présentation. Donc, je vais me charger de vous poser des questions qui sont apparues dans le module de questions et réponses. D'ailleurs, j'invite les participants à utiliser le module pour poser vos questions. Donc, on garde ainsi des traces de vos questions parce qu'on se sert beaucoup plus du clavardage pour les commentaires. Donc, première question, celle d'Alexandre Inkerli. Oui. Donc, on utilise beaucoup les données sociodémographiques pour le learning analytique. Est-ce qu'il y a d'autres modèles prédictifs de succès pour les profs? Donc là, je ne sais pas exactement la question d'Alexandre. Est-ce que la question, c'est de préciser, est-ce que là, on parlait de modèles pour les étudiants? Est-ce qu'il y a des modèles, en fait, qui sont dédiés pour le teaching analytics? Merci, Alexandre. Dans la littérature, je pense peut-être qu'en Australie, il y a des choses qui se font dans cet esprit. Alors bien sûr, là, le learning analytics auquel tu fais référence, Alexandre, c'est vraiment toute une réflexion autour notamment de l'utilisation des données, comment les rendre intelligibles, et c'est in fine le développement de tableaux de bord. Donc comme on a fait nous au Cégep à distance, alors c'est vrai qu'on peut imaginer, beaucoup développent des tableaux de bord
pour les enseignants, là je vous l'ai montré au début, pour faire des suivis de leurs étudiants, mais on pourrait imaginer aussi que l'institution a un tableau de bord pour suivre les analytics, en fait, les données de ces enseignants. Alors, il existe des solutions privées aussi, hein, par exemple IntelliBoard, on avait testé aussi un petit peu, voir un peu ce qui présentait, et là, c'est à la fois les données des enseignants, les données des étudiants, donc en effet, la finalité varie. Deuxième question de Carole. Donc, dans les modèles prédictifs, il y a des fois qu'on utilise des données comme personnelles, comme la consommation d'alcool, oui. des habitudes autour du tabac. Ça la questionne au niveau du point de vue éthique. Oui, j'ai vu la question. Donc, effectivement, dans l'étude de Cristobal Romero, effectivement, les attributs utilisés étaient propres au contexte. Hein, c'était au Mexique. Donc, en effet, comme je l'avais dit, il y a toute une réflexion éthique autour des modèles prédictifs et c'est important dans chaque institution de réfléchir à cette portée. Et ce que font certaines institutions, voilà, c'est effectivement abalisé peut-être autant par les chercheurs que par l'institution. D'abord par les chercheurs et ensuite par l'institution et les comités d'éthique à la recherche qui sont présents au collégial, dans les universités. Oui, quand on fait de la recherche, effectivement, il faut avaliser avec les comités d'éthique à la recherche. Oui. Mais quand on est en innovation pédagogique, donc un dispositif spécifiquement pour vérifier, puis ce n'est pas nécessairement un projet de recherche subventionné, donc il n'y a pas nécessairement ces comités d'éthique-là à l'arrière pour s'assurer de bonnes façons de faire des utilisateurs. Oui, en effet, après, c'est toute la réflexion aussi qu'il y a actuellement autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle, une utilisation éthique, être conscient des biais aussi dans l'analyse des données. Donc, ça, c'est une réflexion plus globale au niveau scientifique même. Alexandre, dans la question suivante, fait référence évidemment à des expérimentations qui ont été réalisées au Collège de la Cité à Ottawa, puis qui ont été présentées d'ailleurs à une activité que j'ai participé comme REPTIC en 2015. Donc, il pose la question, est-ce que vous avez travaillé avec les gens du Collège de la Cité, non, justement, en Learning Analytics? Non, on n'a pas travaillé avec eux, mais merci pour l'information. On pourrait justement voir avec eux ce qu'on peut faire, les contacter. Et puis, c'était aussi notre proposition à la fin. Contactez-nous. Et puis, nous aussi, on serait ravis de contacter d'autres équipes. Oui. Question de Jacques Pou. Donc, dans un contexte de développement professionnel des enseignants, dans une formation sans note finale ou un barème est aussi simple que succès ou en voie de réussite avec démonstration de compétences impliquées dans son milieu, soutenues par des boucles de feedback. L'enjeu réside-t-il alors à déterminer plus clairement en amont les indicateurs de nature variée qui serviront à un modèle prédictif sur mesure? Oui, là, j'ai une longue question. Je vais aller revoir peut-être dans le... Donc, en fait, ce que Jacques dit, il sort plus du contexte autre que la formation à distance en soi, puis il fait référence plutôt à des modèles de développement professionnel des enseignants. Il se pose la question de savoir si il y a des modèles prédictifs sur mesure dans cette circonstance-là. Oui, je vois la question. Merci Martin pour le résumé. Oui, je vois en fait, ça recoupe un peu, là, je voyais un peu dans la partie Q&A la thématique des questions. Je pense que ça recoupe un peu cette notion de formel, non formel, informel. Hein, il faut distinguer les formations formelles données, par exemple, dans des cadres institutionnels, des formations non formelles, informelles. Là, on parle du développement professionnel des enseignants, c'est ça plus précisément dans la... on peut les modèles prédictifs pourraient s'appliquer. Il faut en fait choisir les indicateurs, comme dit effectivement Jacques. C'est le choix des indicateurs qui va être crucial. Et c'est ce que je disais, c'est vraiment là, un travail collectif est nécessaire parce que c'est ça qui va tout déterminer.
Et donc, je voudrais revenir un peu, là, je voyais un peu le reste des questions. Il y avait notamment la question d'Annick autour d'augmenter l'anxiété de performance chez les étudiants qui verraient, par exemple, ces tableaux de bord. Je pense qu'elle fait écho un peu aux jauges que je montrais au tout début. En fait, ces jauges sont plus à destination des enseignants. C'est-à-dire que c'est un outil pour les enseignants pour suivre un groupe d'étudiants. Mais bien sûr, quand on développe des tableaux de bord à destination des enseignants, il y a toute une réflexion sur l'interface, quel genre de rétroaction on veut leur donner, qu'est-ce qui va leur permettre justement de ne pas générer de l'anxiété, mais plutôt d'augmenter leur autonomie, de leur faire prendre conscience des enjeux, notamment en formation à distance. Nous, on le voit au Cégep à distance, commencer un cours, les étudiants ne sont pas toujours conscients de l'investissement temporel que cela représente. Donc, c'est important de bien choisir qu'est-ce qu'on veut leur montrer et comment interagir avec eux. Les tableaux de bord, il y a aussi la notion d'interaction. On va rendre les données intelligibles, mais aussi les étudiants vont interagir. Donc, parfois, les étudiants vont pouvoir nous donner aussi un feedback à travers ces tableaux de bord. On peut insérer des questionnaires, c'est ce qu'on fait par exemple au Cégep à distance dans notre tableau de bord. Il y a un questionnaire, les étudiants répondent, ils peuvent aller changer, les réponses évoluent. On parlait, là, il y avait quelqu'un qui posait une question sur le temps réel. Bien sûr, ça c'est le but ultime, c'est de pouvoir suivre en temps réel et d'avoir des modèles prédictifs qui s'adaptent vraiment au comportement des étudiants. Donc, c'est une des thématiques qui était revenue, je vois, dans les questions. J'avais vu aussi, Martin, pour... Excuse-moi, Blandine, ouais. C'est que présentement, il est 10h01 et il faut terminer officiellement. Je vais arrêter l'enregistrement. Mais je vous invite à ne pas quitter, chers participants, parce qu'on va poursuivre avec les questions et les réponses en tant que telles. Donc, officiellement, merci Blandine et merci Mathieu pour cette présentation. Je rappelle que vous êtes de Cégep à distance. Je tiens aussi à souligner que je vous invite à l'atelier de ce midi, qui est des solutions à vos problèmes. Donc, c'est un atelier signature de Fadio, animé par notre présentatrice vedette Karine Deras, mais notre technopédagogue en chef Nelson Jean. Donc, beaucoup de surprises en prévision. Et je rappelle que nos ateliers sont rendus possibles grâce à la contribution financière du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur.